Zelensky se dit préoccupé par un manque de munitions si le conflit entre l'Iran et son parrain se prolonge. Il se dit également inquiet d'un déficit en défense aérienne. Mais ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. On nous a expliqué que l'Ukraine serait l'armée la plus forte d'Europe, qu'elle fabriquerait ses propres munitions, qu'elle disposerait de missiles ultramodernes dont l'un porterait même le nom d'un code Wi-Fi, le Flamingo, sans que l'on ne sache vraiment comment il fonctionne. Alors, pourquoi cette inquiétude? Écoutons d'abord le président Macron. La Russie mène à l'Ukraine voisine une guerre lente et cruelle qui constitue, comme l'a identifié notre revue nationale stratégique, un risque majeur pour notre Europe. Cette même Russie assume un révisionnisme, un impérialisme brutal et, déjà forte d'un arsenal nucléaire pléthorique, ne cesse de développer de nouvelles armes. Des missiles nucléaires hypersoniques, d'autres à propulsion nucléaire censés voler sans limite, des torpilles nucléaires et même un projet particulièrement dangereux pour l'humanité d'armes nucléaires envoyées dans l'espace. Pourtant, il nous a affirmé en janvier 2026 que la Russie n'aurait conquis qu'1% du territoire ukrainien. Zelensky parlait de 50 000 soldats russes éliminés par mois, que l'Ukraine aurait pris plusieurs kilomètres carrés et que les forces russes n'avanceraient plus. Finalement, comment la Russie peut-elle être présentée à la fois comme une puissance impérialiste et déstabilisatrice capable de menacer toute l'Europe, de produire des missiles de dernière génération et d'avoir une longueur d'avance technologique tout en étant décrite comme faible, à l'arrêt et incapable de progresser en Ukraine? Je veux comprendre comment peut-on dire qu'elle menace la sécurité de l'Europe et dans le même temps, on affirme qu'en Ukraine, elle n'avance plus et qu'elle perdrait 50 000 soldats par mois. Pendant que l'Iran riposte en balançant une attaque massive sur l'entité, s'écoute toute la région, on voit une combinaison de missiles hypersoniques et à tête multiple, puis clame que le détroit d'Ormuz est verrouillé et menace de couler tout navire qui oserait passer par là. Les États-Unis tirent la sonnette d'alarme. Ils veulent que leurs ressortissants quittent immédiatement 14 pays dans la région. Ils exigent que leurs ressortissants partent rapidement par voie commerciale parce que pour eux, la situation devient explosive. L'Iran cible particulièrement le Bahreïn, car le Bahreïn abrite la base navale où est stationnée la 5e flotte de la marine américaine, une importante présence militaire des États-Unis dans le Golfe. Et ce pays est politiquement fragile. Une grande partie de sa population est chiite et de culture proche de l'Iran, alors que le pouvoir est sunnite. Cela crée des tensions internes et donne à l'Iran un argument pour s'intéresser au Bahreïn. C'est pour cette raison que le régime bahreïni a déployé des véhicules militaires et des unités de l'armée, y compris des forces anti-émeutes dans la capitale Manama à travers le pays le 2 mars, en anticipation de manifestations ou d'une possible révolte populaire. Hier, les agences de sécurité maritime ont confirmé plusieurs attaques sur des navires dans le détroit d'Ormuz. Lundi 2 mars, les gardiens de la révolution iraniens annonçaient avoir touché un pétrolier chargé de pétrole lié aux États-Unis avec 3 missiles anti-navires et promettent qu'ils continueront à le faire. Dès mars 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Iran, États-Unis, Israël, monarchie de Golfe et autres pays encore. Les opérations se poursuivent. Ça chauffe. Ça commence à aller dans tous les sens. Nous observons depuis l'Afrique. Mais c'est là que nous avons suivi la sortie de son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko qu'il faudrait saluer à sa juste valeur. Une très bonne sortie. Et nous avons réellement apprécié. Parce qu'il faut que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire non à cette injustice. Et dans son intervention, il n'a dit qu'en réalité, tel le monde devait fonctionner. Suivant, c'est que et même les impérialistes sont appelés les droits internationaux. C'est pourquoi ils enseignent à nos fameux ceux qui étudient sciences politiques ou bien géopolitique et autres, quels sont les modules. Nous avons affaire à quel module? Ouais, écoutez, droit international, dans ça on a droit public, on a droit privé, mais en réalité sur les terrains c'est toute autre chose. Venir bombarder un État, prétextant une menace existentielle contre toi, ouais, il y a quel mécanisme? Il y a tellement de mécanismes pour vérifier ça. Ils ont passé par quoi? Donald Trump là, allait dire que l'Iran est une menace existentielle vers Benjamin Netanyahu. Mais qui est une menace pour la paix mondiale dans ce monde? En réalité, qui est une menace?
entre le président Assimi et Emmanuel Macron, qui est une menace pour l'Afrique? C'est Macron. Lui qui n'est pas du continent africain. Et qu'il vient, il arme les Africains, il essaie de les monter les uns contre les autres. Donald Trump, il n'est pas du continent asiatique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire dans une affaire asiatique. Il a plus de bases militaires en Asie que n'importe quel pays asiatique. Est-ce que beaucoup comprennent ce que je suis en train de dire? L'oncle Sam a plus de bases militaires sur le continent asiatique que n'importe quel pays asiatique. Mais c'est dépassé, c'est pas de votre continent. Regardez, la jeune française a plus de bases militaires en Afrique que n'importe quel pays africain, à l'intérieur de l'Afrique. Aucun pays africain n'a de bases militaires dans un autre pays africain. Mais lui, il a des bases militaires un peu partout en Afrique. Mais c'est pourquoi faire? Il faut qu'on mette fin à cette histoire de bases militaires un peu partout. Regardez autour de l'Iran. Vous avez combien de bases militaires de l'oncle Sam? Mais c'est lui qui dit qu'il est menacé. Attends, tu viens m'encercler. Tu m'entoures avec des bases. À gauche, à droite, devant, partout, ce sont des bases. Mais moi, je ne te vois pas comme une menace, mais c'est toi qui me vois comme une menace. Moi qui suis encerclé. On inverse les rôles. Et quand j'ai entendu dans leur discours officiel parler de frappe préventive, j'ai dit, ça veut dire quoi? Dans les droits internationaux, votre frappe préventive veut dire quoi? C'est une agression. Et quand ils le font, ils appellent ça frappe préventive. Mais quand ils sont venus vouloir encercler la même chose, hein, la Russie avec des bases hautes, ils ont dit, ah, c'est pas normal, il a agressé un pays, il a violé les droits internationaux. Et vous savez que vous avez fait, comment on appelle ça? Allez éliminer les chefs d'État. Un chef d'État qui n'a rien à voir avec vous. Son pays n'a jamais envahi les vôtres là-bas aux États-Unis, l'Iran. Attendez, c'est quoi cette histoire? Au nom de quoi ils sont une menace? Ils n'ont pas, jusqu'à présent, ils n'ont pas testé des missiles capables d'atteindre votre territoire. Vous êtes à peu près à 9000 km. Ou bien c'est combien de milliers de kilomètres là? Aidez-nous avec les chiffres. Ils n'ont jamais... Attendez, je ne comprends pas. Ils n'ont jamais revendiqué d'atteindre dans votre territoire là-bas. Au nom de quoi c'est une menace pour vous? C'est vous qui avez des armes nucléaires tout près d'eux. L'oncle Sam a des armes nucléaires en Turquie, pays voisin de l'Iran. Mais qui est une menace pour qui? Mais il faut qu'on sache raison garder. Et son Excellence, le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa sortie, il a bien expliqué les choses. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, c'est Roosevelt, l'ONU là. C'est Roosevelt qui a réellement mouillé le maillot, le président Roosevelt. Donc, une initiative des États-Unis. Et ce sont eux, Conseil de sécurité, Haute Cour internationale de justice, tous les mécanismes là, ce sont eux qui ont fait les drafts. Vous mettez tout ça en place. Un beau jour, vous-même, vous faites fi de ça et puis vous allez attaquer des pays. Tu allais prendre Maduro qui a été élu. Tu es venu bombarder le Nigeria prétextant que les chrétiens y étaient menacés. Et tu allais prendre Maduro qui est un président, lui-même c'est un chrétien. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Le monde là, c'est comme ça. Je vais ça dans ton pays, je pars prendre, on devient une grande jungle. Il se lève un beau matin, voilà ce que je vais dans tel pays, et puis il va, il prend ça. Je veux ça, le président n'est pas content, je l'enlève. Et dans ça, j'ai vu certains Africains, quelqu'un m'a dit, au général, finalement, on doit tout concéder, nous, pays de l'Est, on accepte tout ce qu'ils veulent, qu'ils viennent prendre. Je dis, mais même s'ils prennent tout, ils ne vont pas te laisser. Finalement, ils disent, bon, écoutez, nous avons besoin d'1 million de tes enfants pour les sacrifier. Tu pourras dire non? Tu ne pourras rien dire parce que tu n'auras plus de richesse, tu n'auras plus de quoi acheter des armes pour te défendre. Hey, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Ah oui, parce qu'eux-mêmes, ils ont un de leurs intellectuels là pour habitude de les dire. Si vous voulez éviter la guerre par les déshonneurs, vous aurez la guerre et vous aurez les déshonneurs. Nous, c'est ce qui nous avait arrivé quand on avait signé le fameux accord d'Alger que j'ai toujours appelé torchon d'Alger. Nous-mêmes financer la partition de notre pays. On avait fait tout ça pour éviter la guerre. Mais finalement, les terreurs ont multiplié même les attaques. On a l'accord, nous sommes attaqués, nous on payait l'argent pour aller à Kidal. On n'était pas à l'abri. Dans notre propre pays, pour aller dans certaines villes, nos ministres doivent payer à des groupes armés terroristes. C'était ça l'accord d'Alger. Ben, on est resté dans ça. Jusqu'à ce que son Excellence le président Assimi Goïta arrive. Et nous avons mis fin à ces torchons-là.
Et Alger dit qu'il n'est pas content. J'ai dit, Tebboune, c'est ton problème. C'est vraiment ton problème. On dirait qu'il n'y a plus de règles. Et effectivement, il n'y a plus de règles. Comment tu nous dis qu'on va tout donner à ces gens quand ils viennent? Par peur quoi? J'ai peur, ok, prends tout, il faut partir. Si donner tout facilement comme ça, là, il y a de ces gens qui sont très cruels, qui sont avides du sang. Ils n'ont pas fini, ils vont revenir. Mais on leur a déjà tout donné. Ils sont venus pour l'esclavage, ils ont enlevé des Africains, ils sont partis avec eux. Ça n'a pas suffi, ils sont revenus, ils disent la colonisation. Ils ont commencé à prendre de l'or à gauche, prendre ça à droite, ils ont fait des génocides. Comme si prendre des choses ne leur suffisait pas. Ils ont tout volé. Comme ça ne suffisait pas, ils ont dit indépendance. On prend l'indépendance, ils viennent commencer à assassiner nos présidents. Et tout ça, là, la fameuse ONU, là, ne dit rien. Tombalba est assassiné. Amani Diori renversé comme ça. Lumumba assassiné. Sylvianus Olympio assassiné. Tous nos dirigeants, tous ceux qui doivent nous sauver sont assassinés. Président Modibo Keïta assassiné. Kwame Nkrumah renversé. Sékou Touré emmerdé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Samoura Machel assassiné. Barthélemy Boganda assassiné. Massamba Deba assassiné. L'autre là, comment il s'appelle encore? Mariam Gwabi assassiné. Pascal Lissouba renversé. Attendez. Et avec ça, ils disent, ah, les Africains là, c'est la corruption, n'est pas travailler. Mais tout travail qui vient là, ils les assassinent. Ils l'assassinent. Et le monde, c'est ça, cette jungle. Comme si ça ne suffisait pas, maintenant ils faisaient ça, se cachaient derrière groupes rebelles, coups d'État et autres. Puisque ça ne passe plus. Ils sont dans une course folle de croissance, rembourser la dette. Histoire de dette, là, ils travaillent pour les grandes banques. Hein. Ah oui, c'est pour les banques. En fait, les gens qui manipulent les présidents, là, on ne les voit jamais. Ils ne participent même pas aux élections. Vous élisez votre président, ce sont eux qui les possèdent. Regarde Trump. Moi, je reste très convaincu qu'il est poussé dans ces choses-là. Il a fait campagne contre les guerres. Mais il se retrouve en plus. L'Ayatollah qui vient de partir, il avait dit que les gens disent Trump, mais en réalité, c'est leur État. C'est leur État même qui fonctionne comme ça. De Gaulle, Cissé, il est sang des Africains. Pompidou, idem. Valéry Giscard d'Estaing, idem. François Mitterrand, la même chose. Jacques Chirac, ça a continué. Sarkozy, ça a continué. François Hollande. Ils sont tous comme c'est leur État même qui fonctionne comme ça. C'est pourquoi j'ai tellement apprécié cette sortie du président Ousmane et du premier ministre Ousmane Sonko, président aussi, Pastef. Une très bonne sortie. On a besoin de sorties comme ça. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré le fait souvent. Les dirigeants de l'Est le font, d'autres le font. Une très bonne chose. Ça va accélérer le réveil des populations d'Afrique. Parce que j'ai pour habitude d'attendre les trolls des impérialistes parmi nous. Dès qu'un dirigeant africain se met à parler, ah lui là il parle beaucoup, il travaille, il parle beaucoup. C'est vos maîtres qui vous inculquent ça. Parce que la parole là, c'est ce qui fait mal aux impérialistes. Ils n'aiment pas. C'est comme un voleur là, quand il crie au voleur. C'est le cri au voleur là qui fait fuir le voleur. Et donc le voleur, il est allergique au cri au voleur. C'est ça qui vous fait mal. À cause de la parole, vous avez éliminé combien de personnes? J'ai dit l'autre jour à mon mère. Malcolm X, pourquoi il a été tué? Est-ce que c'était un ingénieur qui fabriquait des avions? C'est à cause de la parole. C'est ce qu'il disait. Les messages de sensibilisation, c'est pour ça qu'il a été tué, éliminé, assassiné. Martin Luther King, c'est à cause de quoi? À cause de sa parole. C'est à cause de la parole qu'il a été éliminé. Thomas Sankara, son discours faisait mal. C'est pourquoi il a été éliminé. Ils ont eu peur, il va réveiller d'autres. Les Lumumba, les mots, c'est des gens qui savaient parler. Ils ont peur. Kadhafi, son discours fait très mal, non? C'est à cause de son discours que Sarkozy a dit qu'il avait perdu. Il n'avait plus toutes ses facultés et qu'il fallait un mandat et intervenir pour sauver les gens de Benghazi. C'est pas à cause d'un discours. Il y a beaucoup de choses autour. Mais la parole, là, les Africains doivent parler encore. Tout le monde n'a pas peut-être la même capacité ou en tout cas les mêmes compétences au niveau de la parole, mais ceux qui peuvent, allez-y. Les Africains qui peuvent fabriquer des drones, allez-y, faites-les. Ceux qui peuvent faire la guerre, allez-y. Nous sommes un ensemble. RFI France 24, c'est pourquoi? C'est pas pour
pour communiquer, essayer d'abrutir d'autres peuples. Ah mais c'est ça, RFI France 24, LCI, c'est ça, non? C'est pas la parole. C'est ça la communication. Et pourquoi dire aux Africains de ne pas s'exprimer? Ceux qui sont, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans le puits, on lui dit non, 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 ne parle pas dans le puits. Mais si vous ne parlez pas étant dans le puits là, comment est-ce que quelqu'un peut attendre votre voix pour vous sauver? Celui qui vous a poussé dans le puits et que vous êtes dedans là, a tout intérêt de vous dire ne parlez pas. Parlez, leader africain. Parlez, dirigeant africain. Agissez quand il le faut. Il y a un moment pour parler, un moment pour bosser. Les deux sont complémentaires. Donc, nous encourageons. Ce qui se passe là-bas. Mais il fallait qu'on dise à Trump quand même, ça suffit. Parce que la question qu'il faut se poser, après l'Iran, ça serait le tour de qui? Beaucoup pensent à l'AS. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. C'est pas l'AS seulement qui est dans l'AS, c'est toute l'Afrique. Les terroristes là, les terroristes là, c'est leur outil. C'est un projet géopolitique. Ça a été conçu. Et la mise en œuvre a été très bien planifiée. Ça doit coûter combien? Dépenses annuelles, ça doit coûter combien? Comment les protéger? Comment faire leur communication? Comment communiquer avec eux? Tout a été soigneusement planifié pour recoloniser l'Afrique. Ils vont les amener, ils vont faire les chaos partout. Après, ils vont justifier maintenant leur athée. Ils vont dire, ah, le terrorisme en Afrique est devenu une menace pour l'Europe, donc il faut une intervention militaire. Donc, il faut les freiner quelque part. Je vois Macron aller là-bas, non? Tu n'as qu'un seul porte-avions, Charles de Gaulle. Là où Donald Trump est en train de retirer son porte-avions Abraham Lincoln, toi, tu es en train de te pointer là-bas. Vas-y. Une chose est sûre, aucun Africain ne sera votre tirailleur cette fois-ci. Maudit sera l'Africain qui va aller jouer à votre tirailleur là-bas. Parce que tu joues là-bas au tirailleur, tu finiras à Tcharoy. Ils vont t'éliminer. Tu n'auras droit à rien. Ces gens, personne ne doit être leur tirailleur. Tout dirigeant africain qui s'hasarde à dire envoyer enfant d'autrui là, s'il n'y a pas son enfant dedans, il n'y a pas son enfant dedans, lui-même il faut le prendre. Parce que c'est lui le premier tyran. Ou frappe préventive. C'est quoi frappe préventive? Donc moi tout d'un coup je m'assois dans mon pays, je dis voilà, tel est devenu une menace existentielle, je vais faire une frappe préventive. Ah bon, ça existe? Si tel est le gars, il y a les terreurs la passent par combien d'endroits pour nous attaquer ici? Il faut que les gens sachent qu'ils raison garder. Et Trump, je l'entends, il est en train de dire quoi, que ce n'est pas exclu qu'il va envoyer des troupes au sol. Trump, c'est le piège mortel qui t'attend. Si tu rentres dedans, tu pourras mettre pied dedans, mais si tu vas t'en sortir. C'est la question. Tu peux aller, mais est-ce que tu vas te retourner? Est-ce que tu seras de retour? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que tu vas retourner dans ton pays? Te retourner et retourner dans ton pays. Est-ce que tu vas le faire? Ok, vas-y. Le chemin est libre. La voie est toute tracée. Et l'Afrique, surtout, chers frères du Sénégal et les camarades de lutte, nos encouragements et nos salutations à son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko, que nous le suivons. Du courage à lui. Il a tout notre soutien. Merci beaucoup.